Le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, s'était rebellé contre le pouvoir russe. Il est mort le 23 août dernier dans un accident d'avion. Lou Osborne et Dimitri Zoufereil ont mené une enquête qui nous emmène au cœur de cette vaste galaxie entourée de zones d'ombre. Lou Osborne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enquêtrice indépendante et en face donc Dimitri Zoufereil, journaliste suisse. Je précise que c'est dans ce cadre-là que vous avez fait ce travail. Vous êtes tous les deux membres de All Eyes on Wagner. Tous les regards se tournent vers Wagner. C'est un collectif spécialisé dans la recherche en sources ouvertes et composé de journalistes, analystes en cybersécurité, mais aussi juristes et universitaires. Et le titre du livre, donc, Wagner, enquête au cœur du système Prigojine, publié aux éditions du Faubourg, collection Documents. Lou Osborne, je le disais donc, Yevgeny Prigojine n'est plus de ce monde. Il avait l'air tout puissant. Et puis, ce jour où il lance ses hommes en Russie, on avait dit qu'ils allaient arriver vers Moscou. Ça a fait pchit, disons-le. Et puis le 23 août, il est mort. Est-ce que cette disparition signe le début de la fin de Wagner ? Alors, ça signe le début de la fin de l'organisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais le concept du groupe Wagner, c'est-à-dire une armée qui appartient pas vraiment au Kremlin, qui fait des opérations d'influence, ça, c'est un concept dont on pense qu'il va continuer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous le rappelez dans votre livre, on a tendance à penser qu'il n'y a que Wagner, mais il y a bien d'autres organisations. On va les voir, ça ne signifie pas la fin des activités paramilitaires, vous confirmez ? Tout à fait. Les activités paramilitaires vont continuer. On ne sait juste pas encore sous quel angle, comment le gâteau va être réparti. Ouais. Les numéros 2 et 3 sont aussi morts dans cet accident d'avion, on ne le dit pas souvent. Toujours pas de successeur désigné pour prendre les commandes de Wagner. Comment l'expliquer ? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une reprise en main par le Kremlin des activités, ou en tout cas, ils sont en train de discuter avec les pays clients. Et je pense que c'est pour ça que ça tarde un peu à arriver. Ouais, donc, quelque part, Wagner, son avenir s'inscrit en pointilleux. Ça va être quoi ? Ça va être une milice directement commandée par Moscou. Mais dans ce cas-là, la Russie perd tous les avantages qu'elle avait. Ne pas être poursuivie en cas de crime de guerre. Enfin, Wagner va continuer, mais plus sous le label Wagner. C'est ce qu'on essaie de dire dans notre livre, que Wagner est une marque prête à être franchisée. Donc, tout Elle va changer de nom, vous nous dites ? Le nom n'a pas encore changé, mais la structure va continuer à exister. On ne sait pas encore quel va être l'oligarque qui va parrainer la nouvelle structure. Très probablement, ça risque de se situer entre Convoy ou Redoute. Les deux autres agences, c'est exactement, ça. Oui. Lou Osborne, est-ce que cette rébellion avortée a vraiment coûté la vie à Prigojine ? Tous les regards, pour ne pas paraphraser le nom de votre collectif, mais tous les regards se tournent là, non pas vers Wagner, mais vers Vladimir Poutine. Vous pensez que le président russe avait clairement intérêt à l'éliminer ? Alors, c'est certain que Prigojine a fait ce que le président russe ne pouvait pas pardonner, il l'a trahi. Donc en ce sens, c'était quand même difficile d'imaginer que Prigojine pourrait continuer à opérer sans avoir aucune sanction. Maintenant, le Kremlin a sûrement attendu d'avoir trouvé une solution pour l'Afrique avant d'agir. On va parler de l'Afrique, mais pour autant, on dit Vladimir Poutine, mais il ne le mentionnait pas vraiment. Vladimir Poutine ne mentionnait pas Prigojine et vice-versa d'ailleurs. Prigojine disait « moi, j'en veux pas à Vladimir Poutine ». Enfin, il y a quand même des mots qui ont été prononcés par Vladimir Poutine quand il parle de Prigojine comme étant un traître. Un traître, oui. Il ne le cite pas, mais on voit que c'est lui. Ouais. Quand même assez fort. Enfin, ça paraît assez évident. Et puis se faire traiter de traître par Poutine, on se demande simplement on s'est beaucoup demandé quand Prigojine allait tomber d'un balcon. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui combien de combattants il reste de Wagner ? Et où se trouve-t-il ? Oui, alors ça c'est la bonne question. Donc en Afrique, on est autour de 4000 combattants. Il n'y a pas eu tant de retours, en tout cas on n'a pas vu tant de mouvements sur cette zone-là. Il y avait eu beaucoup de déplacements en Biélorussie où ils étaient autour de 4500 et depuis la mort de Prigojine, il y a eu un retour vers la Russie. Donc il serait beaucoup moins maintenant. Et l'Ukraine ? L'Ukraine, ils sont sortis, oui. Définitivement, oui. Pour l'instant en tout cas. Oui. En Biélorussie, il y a eu des rumeurs qui disent que même la base en Biélorussie aurait été démantelée. Sait-on à ce sujet ? C'est ce qu'on peut voir sur les images satellites. On peut assez précisément documenter et de voir l'évolution, la construction du camp qui finalement se démonte petit à petit avec des camions qui partent et on voit moins en moins de présence humaine. Convoy et Redoute, arrêtons-nous sur ces deux noms quand même que vous avez cités. Il en est question dans votre livre. Est-ce que ces groupes vont suppléer Wagner ? Et quelle différence au fond entre les deux ? Est-ce qu'on les retrouve aussi en Afrique ? Où les trouve-t-on ? Que font-ils ?
Alors, Redout, en fait, a commencé sous un autre nom en Syrie, au moment où la guerre a éclaté. Les Russes, notamment Gazprom et Stroygaz, avaient pas mal d'assets gaziers sur place. Donc, ils ont servi un peu de bras armés, de sécurité pour les installations. Et Convoy, par contre, lui, est complètement né au moment de la guerre en Ukraine. Donc, ils sont plus petits et ils ne font pas les opérations d'influence que faisait le groupe Wagner. Et le groupe Wagner, est-ce que les hommes de ce groupe sont toujours payés? C'est la question que tout le monde se pose. Les hommes, par contre, semblent, d'après ce qu'on peut voir en source ouverte, toujours présents sur le terrain. Donc il y a toujours des activités qui s'opèrent, des activités d'influence, on peut le voir notamment aussi sur les réseaux sociaux. Donc le groupe Wagner n'est pas mort, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui va en advenir. Tout va se jouer dans les prochaines semaines. Ouais. Est-ce qu'on sait combien de combattants de Wagner sont morts sur le front ukrainien? Il y a des chiffres qui ont été articulés. On parlait déjà de 40 000 prisonniers qui sont tombés sur le front ukrainien. C'est probablement. Quand vous dites prisonniers, pas prisonniers de guerre russes, mais les prisonniers de guerre. Les prisonniers qui sont sortis des prisons pour finalement être incorporés, une Kalachnikov et un chargeur à la main pour aller servir de char à canon. 40 000, ils étaient. À peu près 40 000, ouais. Et vous disiez combien de victimes, enfin combien de morts au combat? On estime que 90% sont tombés. Ouais. Certains sont rentrés. Très peu, mais certains sont rentrés et recommettent des crimes, puisqu'il y en a qui sont jugés en ce moment pour avoir tué leur famille, tué des gens dans leur village. Alors l'enseignement aussi dans votre enquête, c'est qu'on se dit souvent qu'il y a une milice, il y a des groupes paramilitaires, un peu comme il y avait aux États-Unis, comment s'appelle-t-elle en Irak, Blackwater. Sauf qu'en fait, c'est une galaxie. Il y a 600 entités, quoi. C'est une multinationale, en fait. Oui, je pense que ce qui est important à rappeler, c'est que contrairement à Blackwater, le groupe Wagner n'existe pas en tant que tel. Et les activités de sécurité utilisent l'entreprise gigantesque de Yevgeny Prigojine, qui s'appelle Concorde, pour faire les activités, faire les feuilles de paye et faire un certain nombre de choses. Mais à la base, en fait, le groupe Concorde est une société qui vend des services de cantine à cuisiniers, voilà, le surnom. Exactement, à différents ministères de l'État russe. Mais quels sont les autres secteurs alors? La sécurité, la restauration, les médias, on imagine, l'influence, la propagande? Les médias, principalement par le groupe Patriot Media Holding, où Prigojine a contrôlé bon nombre de médias, des radios, des chaînes Telegram, des blogs. Des activités aussi liées à l'influence, où Prigojine a subventionné quelques panafricanistes. Je pense à Kémy Séba, mais pas à Nathalie Yamb, mais les deux étaient Kémy Séba, panafricaniste, le militant africain. Le franco-béninois. Franco-béninois. Et ça, c'était les principaux volets, mais on peut encore ajouter tout le volet lié à l'économie, où les entités du groupe Wagner vendent du bois, de la vodka, de la bière, du pétrole. Enfin, c'est une vraie multinationale. Vous avez ouvert, on va parler de l'Afrique, mais juste peut-être sur la dirigeante de RT, Margarita Simonian, qui visiblement a des vues sur le secteur qu'on pourrait qualifier d'influence, communication, propagande de cet empire Wagner. Est-ce qu'on peut imaginer justement qu'elle, ou en tout cas que les médias d'État russes reprennent la main sur ce volet-là? Déjà, ils vont sûrement reprendre la main sur les gens. Et quelque part, c'est un peu le capital de Prigojine, puisqu'elle a fait un appel justement aux candidatures en disant vous êtes des super professionnels, rejoignez-moi. Et pas mal des spin doctors qui ont fait toute l'influence, ce sont en fait des gens qui travaillent dans des agences de communication et qui sont déjà repartis faire leur travail de communicants pour d'autres organisations. En Afrique, donc, vous l'avez dit, 4000 hommes, il semblerait, on peut citer le Mali, on peut citer la Centrafrique notamment, le Burkina Faso. Burkina Faso, plus des activités d'influence. Ouais. Le Niger également. Il y a eu de l'influence, mais ils ne sont pas présents. Ouais. Des pays insoupçonnés d'ailleurs, on parle d'Afrique australe aussi ou oui, alors ils ont été... Il me semble qu'il y a un pays d'Afrique australe qui... Ils ont été au Mozambique, ils sont partis, ils ont fait des activités d'influence au Zimbabwe, en Afrique du Sud, à Madagascar, ils sont au Soudan, ils ont été présents aussi, il y a un lien avec l'Érythrée. Est-ce que allez-y, oui, vous voulez dire. Juste, il ne faut surtout pas oublier la Libye dans toute cette énumération. Oui, vous en parlez d'une rencontre apparemment d'un ministre russe, d'un officiel en Libye, vous dites, ou récemment Tout récemment, avant le décès d'Evgeny Prigojine, on a pu voir le vice-ministre de la Défense présent et en train de discuter avec le maréchal Haftar.
Ouais. Donc il y avait déjà une volonté, peu avant son décès, de la part du Kremlin de reprendre la main sur certaines activités. Ouais, donc à Benghazi et pas à Tripoli, parce qu'on le sait, on le voit avec la catastrophe, on le disait justement, ça complique d'ailleurs les secours. Il y a 2 gouvernements en Libye. La Russie, que compte-t-elle faire en Afrique? Est-ce qu'elle compte reprendre la main sur les activités de Wagner, y compris par exemple en Centrafrique, où il y a des intérêts économiques, ou est-ce qu'elle prend le risque, pourrait-on dire géopolitique, de laisser Wagner libre de ses actions? Non, il n'y a aucun intérêt à ce que la Russie laisse Wagner libre de ses actions. Sur la partie économique, on ne sait pas trop comment ça va se passer parce que c'était vraiment les activités propres de Yevgeny Prigojine. Mais sur continuer à être influent en Russie, la Russie l'est déjà en fait. Elle a conclu des partenariats médias, il y a des ventes d'armes qui se sont faites suite à l'entrée du groupe Wagner dans certains pays, et donc tout ça, ils vont continuer. Et les activités de sécurité, de préservation des régimes, mais c'est pour ça que ce vice-ministre est allé faire un tour pour continuer à les négocier. Est-ce que Wagner a commis des crimes de guerre en Afrique? Est-ce qu'on commence à avoir des preuves? Oui. On l'avait largement documenté dans le premier rapport de 1 an d'activité de Wagner au Mali. On a pu voir et documenter pas mal de massacres qui ont été faits avec le patronage de Wagner, si on peut s'exprimer ainsi. Du côté de la Centrafrique, il y a aussi, typiquement, je pense aussi au crime d'Al-Shaher, où on avait vu ce déserteur syrien largement décapité puis brûlé. Des images choquantes. Enfin, des images vraiment très perturbantes. Ouais, et juste un petit mot pour finir, on est pris par le temps. Est-ce qu'on peut envisager, imaginer Wagner s'étendre encore un peu plus sur d'autres continents, l'Amérique du Sud, l'Asie? Alors l'Amérique du Sud, il y a toujours eu un point d'interrogation, avec notamment le Venezuela, où beaucoup de mercenaires, de groupes privés sont allés. On n'a jamais vraiment su si Wagner était présent, mais c'est un endroit d'intérêt, oui. Merci beaucoup Lou Osborne et merci Dimitri Zouffereil. Je rappelle donc le titre de votre livre, Enquête donc au cœur du système Prigojine. C'est aux éditions du Faubourg, collection documents. Merci à tous les deux pour votre éclairage très pertinent et intéressant.